Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-nous ce léger retard. Bienvenue une nouvelle fois au Centre Béguine. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir trois personnalités éminentes, véritables incarnations du courage et de l'engagement au service de la liberté, cette valeur sacrée si chère à l'Occident comme à Israël. C'est au nom de cette liberté que Menachem Begin baptisa son premier mouvement politique, le Kherut, liberté en hébreu, en mai 1948, au lendemain même de la naissance de l'État d'Israël. C'est également le nom qu'arborait le journal du parti. Cette liberté fut le phare qui guida Menachem Begin tout au long de son existence, dès son action au sein de l'Irgun, dont il prit le commandement pour lutter farouchement en faveur de la liberté du peuple juif à s'établir sur sa terre ancestrale, puis en tant que leader de l'opposition face au gouvernement travailliste, où il défendit avec ardeur la liberté des citoyens israéliens à choisir leur mode de vie et à accéder aux emplois de leur choix, sans être contraints à une allégeance servile au parti au pouvoir. Et aussi, ce que peu savent, il œuvra pour la liberté des citoyens arabes d'Israël, afin qu'ils puissent disposer librement de leur quotidien et s'affranchir du régime militaire qui les oppressait jusqu'au milieu des années 1960. Il poursuivit inlassablement ce combat pour la liberté en tant que Premier ministre d'Israël, en affirmant le droit inaliénable du peuple juif à s'établir sur l'intégralité de sa terre et en protégeant sa liberté la plus fondamentale, celle de vivre face aux menaces mortelles, qu'elles proviennent de l'OLP au Liban ou du programme nucléaire irakien. Tous ces combats, Menachem Begin les mena par la force du droit et non par le droit de la force. Autrement dit, c'est le droit légitime d'Israël à posséder sa terre, c'est le droit de chaque individu à vivre en liberté qui légitime et fonde l'usage de la force lorsque celle-ci s'avère indispensable, et non l'inverse, où la force brute imposerait sa loi au mépris du droit. Aujourd'hui, dans un monde où, en Europe même, la force est détournée pour éroder les droits élémentaires des individus et saper les libertés chèrement acquises en Occident, le Centre Begin, fidèle à sa mission de perpétuer les idéaux de Menachem Begin, se fait un devoir et un privilège d'accueillir des figures aussi inspirantes que celles qui nous honorent ce soir. Une admiration toute particulière s'adresse à Fadila Maharoufi, ici présente, qui est à l'initiative de cette soirée, dont le courage et l'engagement inébranlable suscitent toute notre plus profonde estime. C'est pourquoi, au nom du Centre Begin, j'ai l'immense honneur de vous remettre ce modeste présent, une gravure ornée du portrait de Menachem Begin, entourée de cette citation emblématique, non par le droit de la force, mais par la force du droit, en hommage à votre dévouement pour la liberté de l'Occident, pour celle d'Israël, pour votre bravoure au quotidien et pour votre soutien indéfectible au peuple juif. Merci. Merci beaucoup. Je m'y attendais vraiment pas. Du coup, je suis très émue, très honorée aussi, vraiment. Euh, c'est la deuxième fois que je reviens en Israël et je suis à chaque fois profondément touchée par ce peuple que j'apprends à connaître. Parce que finalement, je me rends compte que depuis ma naissance, en fait, tout ce que je connaissais d'Israël, c'était vraiment l'imaginaire qu'on m'a projeté et que je rencontre vraiment un peuple battant, un peuple vaillant, un peuple d'espoir, un peuple vivant, un peuple aussi de mémoire et de transmission. Et pour tout ça, merci, merci aussi pour tout ce que vous faites pour l'Occident, pour votre combat contre des terroristes, contre l'islamisme. Merci à tous, merci à Tsaël, merci à Israël et merci à tous les enfants d'Israël. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je vais plutôt m'attarder un peu plus sur ce qui se passe en ce moment, enfin, depuis le 8 octobre, mais surtout
l'après, maintenant. Maintenant que les otages ont été libérés, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça continue? Parce que pour moi, même si les otages ont été libérés, bon, il reste encore des corps, mais même si les otages vivants ont été libérés, on n'est pas sorti de l'affaire pour autant. Au contraire. Je pense qu'on l'a pu le voir là dernièrement avec les élections à New York. Quand Zoran Mamdani a été élu, on a pu voir aussi la joie de nombreuses personnalités à travers le monde, surtout islamistes, se réjouir de cette victoire. Pourquoi? Parce que il faut toujours se mettre à la place du musulman. C'est-à-dire que jusqu'à présent, que ce soit en Occident, on a toujours cette vision et cette manière de voir en fonction de soi, en fonction de l'Occident, comment est-ce que l'Occident voit les autres. Mais on ne se met jamais à la place du musulman pour voir qu'est-ce qui les anime, comment est-ce que eux voient les choses. Et moi, pour avoir été élevée au sein d'une culture et de la communauté musulmane, et aussi parce que j'ai eu aussi un professeur de religion islamique étant enfant qui était frère musulman, donc j'ai cette lecture-là, cette grille-là. Donc quand je vois un discours, quand j'entends un discours, je comprends ce qu'il veut dire. J'ai cette chance, entre guillemets, de pouvoir décrypter très rapidement ce qui se dit. Et donc, cette victoire-là de Zoran Mamdani, ce qu'elle veut dire surtout, c'est voilà, New York est tombée, nous avons cette capitale-là, nous avons cet endroit-là, nous appartient, elle appartient à la communauté musulmane. Alors, après que Londres soit tombée, et je pense que ça a peut-être échappé à beaucoup, mais il y a eu un moment donné où le roi d'Angleterre, Charles, a été invité dans une université en Angleterre remercier le Qatar pour avoir financé un département pour étudier l'islam. Et il a commencé en disant Salam alaikum. Alors pour vous, ça n'a pas l'air grand-chose parce qu'on se dit ben, finalement c'est normal, il les remercie, ils ont payé une université, un département. Mais pour nous, ça veut dire, ben, vous voyez, finalement, il finit par adopter l'islam aussi. Allah est grand, donc et Londres nous appartient. Voilà. Et puis vous avez eu Bruxelles. Bruxelles est aussi tombée et on le sait de plus en plus et on le voit de plus en plus à travers les manifestations depuis le 8 octobre. On voit que ça fait depuis plusieurs décennies que Bruxelles accueille des terroristes, pas uniquement les membres du Hamas, comme vous avez pu l'entendre depuis 24 heures où ça s'agite dans la toile parce que vous avez Mohamed El Hatib qu'on retrouve. Donc une personne qui a participé aux attaques, au massacre du 7 octobre. On le retrouve libre à Bruxelles, circulant sans être attaqué ou sans être surveillé, etc. Il a été accueilli comme réfugié. Mais seulement, ça fait quand même depuis avril 2024 que j'essaie d'attirer l'attention sur le fait qu'on accepte à Bruxelles des réfugiés venant de Gaza, mais pas n'importe quels réfugiés. Ce sont généralement des réfugiés qui sont des membres du Hamas. On a pu voir aussi dernièrement des images d'enfants venant de Gaza avec des t-shirts où vous voyez clairement une arme mitraillette avec M16 et aussi sur le t-shirt derrière. Ça aussi, ces images qu'on peut voir sur TikTok, qui sont massivement relayées, c'est aussi un message qui est envoyé aux musulmans. Quand on voit ces messages-là, ça veut dire, ben, vous voyez, on vous envoie des gens pour vous aider, pour continuer cette guerre. Parce que, comme je vous le disais, ça fait depuis plusieurs décennies que les islamistes, les terroristes de tous les obédiences sont présentes, sont accueillis à Bruxelles. Comme Florence Bergeau-Blaclair l'a dit aussi, vous avez énormément d'associations liées aux frères musulmans, moi je vous dirais même frères musulmans, fréristes, qui sont actifs auprès des institutions européennes. On a vu BDS, on a vu Urgence Palestine, on a vu des tas d'organisations qui sont présentes dans les universités. Ils ont la place pour donner des conférences, pour diffuser une idéologie islamiste mortifère. Ils se cachent plus du tout sur les discours. Les discours sont extrêmement violents auprès des étudiants. On les appelle clairement à se battre, parce que quand on dit que les Palestiniens, des membres du Hamas, ce sont des gens ben, finalement qui se défendent, que c'est tout à fait légitime, etc. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On légitimise la violence et on légitimise la violence aussi dans les pays occidentaux. Donc finalement, quand on regarde un peu tout ça en prenant un zoom, on voit que Londres, Bruxelles, New York, mais ça ne concerne pas que chaque fois un pays, donc on ne peut pas
en Belgique se concentrer uniquement sur la Belgique. On ne peut pas se concentrer en Angleterre que sur l'Angleterre, en France que sur la France, aux États-Unis, et aussi en Israël, on ne peut pas se concentrer que sur ce qui se passe en Israël. Les frères musulmans et Mohamed Marwan, qui était le représentant du collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui ensuite avait été en 2020 dissous par Darmanin avait appelé à le dissoudre, hein, l'ancien ministre en France, et finalement qui a décidé, avant la dissolution, de partir se réfugier à Bruxelles. Donc vous voyez, c'est toujours Bruxelles est toujours un terrain de repli, une terre de repli. Et on voit qu'à partir de la Belgique, ils continuent encore à attaquer la France. Ça ne les empêche pas d'avoir un focus sur la France. Et comme Mohamed Marwan le disait très bien et très justement, nous nous coordonnons à travers le monde. Nous ne restons pas uniquement ciblés sur un pays. Nous coordonnons entre nous, nous nous rencontrons, nous allons à Bruxelles, nous allons aux Pays-Bas, nous allons à Berlin, à Londres, à New York, etc., etc. Donc on voit bien qu'eux, ils ont compris la manière dont nous fonctionnons, ils ont compris nos erreurs, ils ont compris notre façon de fonctionner et évidemment, ils se servent de ça contre nous. Et c'est là où nous devons réagir. Très souvent, on entend des gens dire, mais c'est trop tard. Ils sont déjà bien développés, ils sont déjà partout, ça fait plus de 50 ans qu'ils travaillent, etc. Certes, ça fait plus de 50 ans qu'ils travaillent, mais il n'est jamais trop tard pour pouvoir se lever, pour pouvoir s'armer intellectuellement et pour pouvoir aussi s'armer physiquement, c'est-à-dire apprendre à se défendre. Et ça, Israël a fait la démonstration depuis le 7 octobre. Elle s'est levée, vous avez eu des enfants qui se sont levés immédiatement. Honnêtement, on aurait pu croire tous que ces enfants qui ont finalement eu depuis plusieurs années un confort matériel, qui sont toujours sur leur GSM, etc., ne pas réagir, être mou, ne pas être capable de. Et bien finalement, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des jeunes enfants se lever pour défendre leur pays très rapidement le 7 octobre. Ça a été une démonstration à travers le monde. Il ne faut pas croire qu'Israël est tout seul. Il faut aussi écouter, et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer ici, pour vous dire que nous, on vous regarde et on vous soutient de là où nous sommes en Occident. Vous avez des médias en Occident qui soutiennent cette gauche radicale. Parmi eux, parce que évidemment, encore une fois, il est important de savoir que tous ces médias ont été travaillés de l'intérieur par les islamistes, mais à l'intérieur de ces médias, dans ces médias, vous avez des gens qui se taisent parce qu'ils ont eu peur, parce qu'il y a eu une terreur qui a été semée depuis plusieurs décennies en Occident. Il faut prendre conscience de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que finalement, on a une possibilité, c'est de se lever et de se battre. Les gens qui sont en face de nous, ils réussissent que par notre faiblesse à réagir. Nous ne réagissons plus. Nous sommes sidérés en Occident et nous avons besoin de nous recoordonner, de travailler, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur, de comprendre comment eux fonctionnent pour nous réorganiser. Alors, comment est-ce qu'on peut se réorganiser? Concrètement, il faut d'abord que dans tous les secteurs de la société, quelle qu'elle soit, que ce soit en Israël, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, il faut que les gens étudient qui sont nos ennemis, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et c'est ça qui va nous permettre de nous donner les clés de comment est-ce que nous allons pouvoir répondre, la réponse que nous allons pouvoir donner. Florence disait très bien que la communauté, la Oumma, c'est la culture du secret. C'est vrai, nous sommes éduqués depuis l'enfance à tenir des secrets, à ne pas vous révéler qui nous sommes. Vous savez, des gens comme moi, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, et on nous a empêchés de parler jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans le déni, parce qu'il y a la honte qui joue aussi, et qu'il faut tout un travail intérieur pour sortir de cette honte, pour pouvoir ensuite venir vous en parler, pour sortir de ce déni-là. Mais il y en a beaucoup qui sont dans le déni et que vous allez voir avec le sourire, qui vous disent, mais non, finalement, chez nous, ça se passe bien, on est ouvert, etc. On les voit surtout dans le monde de la culture, les humoristes, etc., qui banalisent certaines choses, comme par exemple, vous allez avoir un Jamel Debbouze qui va vous dire, ah, mais ouais, j'ai reçu une traha comme n'importe quel enfant a pu le recevoir de son père, etc. J'en entends beaucoup des humoristes comme ça. En réalité,
nous, quand on se parlait entre nous, jeunes, adolescents ou même adultes, quand je peux les voir en face à face, certains me disent ce qu'ils ont vécu. Et je peux vous assurer, ce qu'ils ont vécu, c'est plus qu'une simple traha. C'est de la violence intrafamiliale, c'est de l'inceste, c'est des viols, c'est des coups avec des bâtons, c'est avec tout ce qu'ils peuvent trouver comme matériel, c'est de la torture. Il y a vraiment, euh, comment je dirais, ce que vous avez vu en finalement le 7 octobre, c'est toute cette colère, c'est toute cette haine que ces jeunes, on les a éduqués depuis l'enfance. Et c'est ça finalement qu'ils vont projeter sur les autres pour lesquels on a autorisé, parce que chez nous, évidemment, on ne peut pas frapper, on ne peut pas tuer, on ne peut pas voler un musulman, mais un mécréant, un impur, un juif, c'est pas grave. D'autant plus, surtout, quand il s'agit d'un conflit qu'on a évidemment nourri depuis plusieurs décennies dans nos cœurs d'enfants jusqu'à l'âge adulte, parce que c'est ça dont il s'agit. Et quand on voit, quand je vous parlais de ces enfants qui viennent à Bruxelles avec ces t-shirts, Kalachnikov, etc., ce sont des enfants qui ont été nourris depuis l'enfance à tuer. Ce pas des enfants qui naissent avec une haine, c'est des enfants qu'on éduque avec la haine. À Bruxelles, on les a vus aussi avec des gens, avec des enfants de troisième, voire de quatrième génération, qui ont 8 ans, 9 ans, qui ont crié pendant les manifestations quotidiennes devant la bourse, gloire aux martyrs, Sinoir Yaya, par exemple. Ce sont des enfants qui sont nés en Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ce sont ceux qui vont commettre d'autres 7 octobre à Bruxelles, à Paris et dans d'autres pays. Et qu'on est en train d'importer de plus en plus des enfants de Gaza, des membres du Hamas, pour pouvoir soutenir ces autres enfants, pour être des membres à part entière qui vont pouvoir, eux, servir de chair à canon. C'est ça que ça veut dire, en réalité. Et donc, si on ne prend pas conscience de ça, si on ne réagit pas face à ça, nous allons vraiment dans une grande catastrophe, on va dire mondialisée. Ce n'est pas uniquement juste un territoire, comme je vous le disais, ça ne concerne pas qu'Israël, ça ne concerne pas que la France. Et ça, toute la Oumma l'a compris. Ils comprennent que c'est en travaillant à travers les différents pays qu'on va pouvoir y arriver. C'est aussi en éliminant tous les gens, comme moi ou d'autres, au sein de la communauté, qui ont un discours qui risque de provoquer la fitna, c'est-à-dire la fissure entre musulmans. Ils ne supportent pas ça. Ils ont peur de ça. Youssef El-Kardaoui le disait très bien. Il faut tuer les apostats, par exemple, les ex-musulmans. Il faut que les gens qui portent une autre voix, que la communauté musulmane, avec cet objectif califat, avec tout ce discours que les frères musulmans euh, diffusent, il faut les éliminer parce qu'ils risquent de créer une dissolution à l'intérieur de la communauté. Ça, c'est insupportable. Par contre, ils n'hésitent pas à la faire au sein des autres pays qui ne concernent pas la communauté musulmane. Et c'est pour ça qu'on va les voir dans des cercles interconfessionnels, par exemple amitié judéo-chrétienne, etc. Quand ils rentrent là, comme certains le disent et certains chrétiens le disent, ils sont pas là pour apprendre à connaître vos façons de fonctionner, pour apprendre, pour échanger, etc. Non, ils vous connaissent mieux qu'eux-mêmes. Ils sont là pour créer la zizanie, pour rompre, pour essayer de casser, pour qu'il y ait une fracture. Si bien que quand vous avez des spécialistes comme les éminents professeurs et chercheurs qui seront ici présents, vous renvoient euh, leurs recherches, leurs réflexions pour que vous compreniez, eh bien, eux, ils peuvent aisément créer la scission et séparer ces gens-là. Donc, vous allez avoir des gens qui vont prendre conscience et qui vont se rendre compte et qui sont sur le terrain et qui diront à leurs amis ou à d'autres prêtres catholiques, vous savez, on a un problème avec l'islamisme, ils veulent nous détruire. Ces gens-là qui, eux, fréquentent ces frères musulmans ou ces gens qui sont frérisés, vous diront, mais non, parce que moi, je connais un musulman et ça se passe très, très bien. D'ailleurs, la preuve, pendant la rupture du jeûne, ben, nous avons fait une rupture du jeûne dans une église. Mais ce que eux ne comprennent pas, c'est que leur donner ce lieu-là pour faire une rupture du jeûne avec l'appel à la prière, ça veut dire pour nous, en général les musulmans, cette église nous appartient, elle est islamique. C'est ça que ça veut dire. Demandez-leur si une fois ils ont été invités dans une mosquée pour célébrer Noël avec un sapin à l'intérieur de la mosquée
et réciter la prière, par exemple chez les chrétiens, ou ne serait-ce qu'inviter un rabbin pour donner une prière à l'intérieur d'une mosquée. Je peux vous assurer, et je suis prête à mettre ma main à couper, que jamais vous n'entendrez ça. Qu'il n'y a aucune personne qui a eu accès à ces lieux-là pour ça. C'est impensable pour eux. Et donc, c'est bien tous ces éléments-là que eux ne veulent pas qu'on vous transmette. Ils ne veulent pas qu'on vous donne des données. Et donc, quand on va voir chaque personne, et d'ailleurs même auprès de vous, vous, quand vous êtes là, vous entendez ce que vous entendez, transmettez autour de vous. Faites en sorte que ces chercheurs puissent continuer à transmettre ce qu'ils savent. Parce que ce qu'ils savent, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour notre survie, pour la survie de nos démocraties et de l'humanité. En réalité, c'est ça qui se joue, c'est la mémoire. Il y a aussi cette volonté de la part de ces islamistes partout, et je peux dire que maintenant, quand on regarde un peu en Occident, ça a bien fonctionné. On efface les mémoires de l'histoire de l'Occident. Les gens en Occident, les Français de souche, les Belges de souche, toutes les personnes qui sont nées de plusieurs générations sur un territoire en Occident ont honte de leur pays. Parce que systématiquement, on leur a dit, mais votre culture est moins bien que celle qui vient d'ailleurs. Et maintenant, à quoi on a affaire? À des générations d'enfants nés en France et de parents, de grands-parents, d'aïeux qui datent depuis plusieurs siècles, qui sont nés dans ces pays-là, qui ont oublié leur histoire, mais qui en plus, maintenant, pensent qu'ils appartiennent à la communauté musulmane. J'ai encore vu récemment des vidéos TikTok où on voit des personnages qui ont été créés évidemment par l'intelligence artificielle, mais ils sont vus par des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux qui leur disent: ah, mais moi, j'ai 0,5% d'ADN de DZ Adjazeri, c'est-à-dire algérien. Et voilà, j'appartiens et je suis algérien. Ou qui s'adresse à sa mère en disant: voilà, mais comment tu as pu me mettre du porc dans mes tartines alors que je suis à 0,5% Jazeri? Est-ce qu'on se rend compte de l'image et de ce qu'on est en train de renvoyer? Quand vous avez des artistes qui sont mis en avant par nos États en France, enfin en Occident, en règle générale, des chanteurs et qu'on met en avant et qui, eux, aussi tiennent des discours fréristes et soutiennent les frères musulmans, et je pense notamment à Médine, qui a des propos de haine, qui aussi, depuis le 7 octobre, prennent clairement des positions pour le Hamas. Comment est-ce qu'on ne réagit pas face à ça? Parce qu'on est impossible de réagir. On a été sidéré. La sidération par la terreur, la sidération par la peur, la culpabilité de penser qu'on est islamophobe, que nous sommes racistes, que finalement ces pauvres victimes parce qu'ils ont été malheureux, etc., etc. Toutes ces explications finalement qu'on veut utiliser pour nous réconforter, pour euh, pour différentes raisons, parce qu'évidemment, on se culpabilise, parce qu'ils ont compris une chose, c'est que nous, ben oui, pour nous, l'humain est important, pour nous, la vie est importante, pour nous, la vie de quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre sang est importante. Quand on voit des enfants de Gaza qui meurent, oui, ça nous fait quelque chose, mais eux, ils s'en foutent, parce que eux, ce qui compte, c'est l'au-delà. Ces enfants-là qui sont sacrifiés, pour eux, ben, ils sont en paradis. Nous, on ne voit pas ça de cette manière-là. Nous, on voit des enfants malheureux qui sont sacrifiés, qui servent de bouclier humain. Et c'est là-dessus qu'ils jouent. C'est pour ça que c'est très, très difficile et qu'il y a vraiment un travail de communication à faire, qu'on doit travailler sur tous les fronts, mais qu'on doit surtout tous travailler ensemble, quel que soit d'où qu'on vienne, qu'on soit des peuples d'Israël, qu'on soit juifs, chrétiens, etc. Nous sommes tous en danger face à cette islamisation, face à cette idéologie qui est universaliste, mais qui a qu'un objectif, c'est on se ressemble tous et qu'on soit tous un jour musulmans et que tout le reste soit complètement effacé. Alors, je vais m'arrêter là pour laisser Docteur Ephraim compléter tout le reste et puis après, ben, on passera pour les questions-réponses. Merci beaucoup.